Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech à ma foi, comme d'habitude pour les news tech et technologiques de la semaine. On a pas mal de news cette semaine-ci, surtout au niveau hardware, on va être honnête. On a la sortie, ou plutôt l'annonce des 7800 XT de AMD et 7700 XT, et les prix sont vraiment pas trop mal, surtout pour la 7800 XT en vrai. Donc il faudra voir sur les performances. On a aussi des news au niveau du justement processeur avec un cache 3D d'AMD qui est sorti sur mobile, qui a été testé, et il a l'air vraiment pas mal. On a Apple qui maintenant change de direction et qui est en mode oui, on va supporter le droit de réparer nos trucs. On va même soutenir une loi qui est votée en ce moment en Californie, ce qui est vraiment étrange. Bref, et il y avait aussi évidemment la Gamescom, même si je n'ai pas eu trop le temps de regarder beaucoup de news, donc ça va être un Texama Show très rapide. Donc, dans tous les cas, commençons tout de suite. Vous avez une barre de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Let's go! Donc, la première news de la semaine, c'est le fait que Apple s'est mis derrière une loi qui donne le droit aux gens de réparer leurs appareils électroniques en Californie. Donc ça, c'est extrêmement étonnant parce que, voilà quelques mois, ils étaient contre cette loi et maintenant, ils ont littéralement changé de côté. Et puis surtout, on peut le voir, même si Apple dit quelque chose, ce qu'ils font derrière est totalement différent. Donc depuis des années, ils disent que oui, c'est important pour nous l'environnement, tout le tralala. Mais derrière, ils rendent leur appareil extrêmement compliqué à réparer. Et c'est d'ailleurs toujours le cas, même s'ils supportent cette loi, partie du principe qu'il y a toujours des énormes problèmes, par exemple avec les derniers MacBook, SSD soudé, RAM soudé, tout est soudé. Bonne chance pour remplacer le moindre truc. Bref, dans tous les cas, peut-être que ça commence à changer parce que du coup Apple va supporter la nouvelle loi SB 244 qui basiquement donne plus de droits aux gens de réparer leur appareil électronique, donc d'avoir accès à des pièces de réparation, peut-être des logiciels dont ils auraient besoin pour faire la réparation, des outils aussi. Et cette loi même couvre même, et c'est ça qui est assez intéressant, plus que la durée de vie de l'appareil. Donc, si vous avez un appareil qui est entre 50 et 99 dollars, les compagnies seraient même obligées, pour information, de continuer de fournir des pièces pendant 3 ans. Et si l'appareil est au-dessus de ces 99 dollars, donc basiquement un ordinateur ou autre chose, ils devraient fournir des pièces de réparation pour 7 ans à partir du moment où ils arrêtent la vente de cet appareil. Ce qui est énorme en réalité. C'est basiquement une assez bonne loi, même iFixit, qui est le site de réparation que vous connaissez tous, et derrière cette loi, ils disent que c'est une assez bonne loi. Elle n'est évidemment pas parfaite, il y a toujours des trucs qui devraient être traités et tout ça, on va être honnête, mais c'est déjà un bon premier pas en avant pour justement le droit à la réparation de ces appareils. Donc, le truc, c'est que oui, c'est vraiment étonnant qu'Apple change de côté comme ça, parce que, encore une fois, même si récemment ils ont fait un programme de réparation, ils le font juste pour éviter que les gens s'énervent contre eux. Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire, on peut le dire ici. Donc c'est assez étonnant que maintenant ils sont en mode « Ah ouais, non, on va aller full réparation ». Il y avait justement un report qui était, un rapport plutôt, qui était sorti il y a quelques mois, on dirait, qui basiquement disait que au sein même d'Apple, l'équipe de direction d'Apple n'est pas encore tout à fait elle n'était en tout cas pas encore tout à fait décidée à l'époque sur quoi faire au niveau de la réparation. Il y en a qui étaient totalement pour et il y en a qui étaient totalement contre. Évidemment, à mon avis, les contre, c'était plutôt les commerciaux et les pour étaient plutôt les ingénieurs, on va être très honnête. Bref, dans tous les cas, parce que un truc qu'il faut quand même tenir compte, c'est que designer un appareil difficile à réparer demande plus de temps à un ingénieur des fois. Apple, littéralement, ils ont par exemple un petit capteur dans les MacBooks, les derniers MacBook Pro. Ils ont un petit capteur qui est au niveau de la charnière de l'ordinateur qui permet de détecter quand vous fermez la charnière. Donc ça, beaucoup d'ordinateurs en ont en réalité. Donc vous allez me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais Apple, ils ont mis quelque chose dans ce petit connecteur. Enfin, il y a un petit connecteur avec un fil et qui va jusqu'au capteur. Ils ont mis quelque chose là-dedans pour dire qu'en gros, si vous le changez d'un Mac à l'autre, il marche plus, il faut le recalibrer. Et évidemment, le logiciel pour le recalibrer, il n'y a que Apple qui l'a. Donc, basiquement, si vous changez ce bête petit câble avec un capteur au bout, vous pouvez basiquement foutre en l'air un MacBook Pro le temps de le remettre. En tout cas, l'original, ça ne marchera pas très bien, quoi. C'est quand même incroyable de se dire ça, quoi. Donc, ouais, juste pour dire, Apple passe littéralement du temps, dépense de l'argent même, pour rendre leurs appareils difficiles à réparer. C'est pas juste, oh, ils font la chose facile. Non, non, ils vont
contre la chose facile pour faire quelque chose d'encore plus difficile à réparer. Il y a des ingénieurs qui sont payés chez Apple pour rendre les appareils plus difficiles à réparer. C'est juste pour dire. Bref, dans tous les cas, c'est une bonne chose, mais il y a encore énormément de chemin à faire. Et aussi, Europe, quand est-ce qu'on aura plus de choses là-dessus? Moi, selon moi, l'Europe devrait clairement dire, OK, déjà, SSD, ça ne devrait pas être soudé. C'est fini les SSD soudés. Même la surface, qui est une tablette, je vous rappelle, c'est un ordinateur tablette de 13 pouces. La surface a des SSD remplaçables maintenant. Si la surface sait le faire, tout le monde sait le faire. On va être honnête. Surtout si c'est considéré comme un ordinateur. Si c'est considéré comme une tablette, je dirais encore OK. Mais tout ce qui est considéré comme ordinateur devra avoir SSD remplaçable. Même chose, selon moi, avec la RAM en réalité. Là, il y a déjà un peu plus de travail derrière, mais on va quand même être honnête, c'est possible de le faire. C'est tout à fait possible de le faire. Il faudrait juste que les marques se mettent tout ensemble pour le faire, justement. Faire un slot de RAM qui est ultra fin pour les ordinateurs ultra fins, un qui permet d'avoir aussi de la meilleure bande passante mémoire, parce que c'est un des problèmes, justement, avec les slots de RAM. Comme ça éloigne la RAM un peu du processeur. Vous ne pouvez pas atteindre d'aussi bonne vitesse. Donc, il y a des challenges, mais c'est possible de le faire. Et évidemment, tout ce qui est carte Wi-Fi, tout ça devrait être aussi remplaçable, ça semble logique. Donc, ouais, il y a encore du chemin à faire, mais au moins un petit pas vers l'avant, parce qu'en plus, forcément, cette loi affectera un peu le reste du monde, parce que s'il y a plus de pièces qui sont disponibles, c'est possible que ces pièces vont se retrouver partout sur le marché, donc pas juste en Californie. Ensuite, on a AMD qui a enfin annoncé les RX 7800 XT et ainsi que les RX 7700 XT lors de la Gamescom d'ailleurs. Ce sont deux cartes graphiques qui vont être plus milieu de gamme, enfin ça dépend comment vous considérez milieu de gamme, et qui devraient sortir à des prix pour une assez intéressant et pour l'autre moins intéressant. Donc voilà les prix estimés. La 7800 XT devrait coûter 549 €. Ça, c'est un prix qui m'a étonné parce qu'ils auraient pu sans problème. Au vu de la stratégie de ces derniers mois, je me serais dit, oh, AMD va juste la sortir à 600 et des euros, parce que vous avez la 7900 XT qui a un peu plus de 800, ça aurait été logique, vous voyez. Et ça aurait été une carte pas trop mal, mais le prix aurait un peu diminué son intérêt. Là, ils étaient en mode, non, on va la sortir à 549 €. Là, c'est assez intéressant. Et c'est le vrai prix incluant les taxes. Bon, par contre, ils incluent 19% de taxes. Donc, si vous êtes dans un pays, par exemple la France a un peu plus 1% de taxes en plus, la Belgique a même 21% de taxes. Il y aura peut-être un petit peu de variance ici, donc tenez-en compte. Mais ce sera proche de 549 €. Par contre, de l'autre côté, la 7700 XT, ben elle a plus le prix que je m'attendais à ce qu'elle sorte, en fait, qui est 489 €. Sauf que comme la 7800 XT coûte 549 €, vous vous dites, mais c'est quoi la logique ici? Genre, qu'est-ce qui est passé par la tête d'AMD de faire ça? S'ils ont fait la 7800 XT à 549 €, ils auraient dû faire la 7700 XT à genre 419 €, grand maximum selon moi, pour faire vraiment une séparation, quoi. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Donc ça va donner des situations assez étranges. J'ai l'impression qu'on va avoir une répétition de la 7900 XTX et de la 7900 XT où la 7900 XT est sortie à un mauvais prix, puis elle a chuté de prix après et du coup elle est devenue intéressante après. Mais du coup, forcément, les tests qui sont sortis de la carte quand elle est sortie la première fois parlaient du prix original et les gens vont être en mode non, elle n'est pas bonne. Et les gens vont pas se rendre compte qu'elle a baissé de prix et que maintenant elle est bonne. Donc là, c'est pour moi un mauvais choix d'AMD. Genre, si vous comptez de toute façon baisser le prix d'ici quelques mois, et on sait que vous allez le faire, parce que probablement, s'il y a une si peu de différence de prix, la plupart des gens vont prendre des 7800 XT, et la 7700 va pas se vendre. Faites-le directement, en fait, AMD. Ne faites pas comme avec la 7900 XT et juste casser la carte à la sortie, parce que les gens croient qu'elle est trop chère, et puis en fait, en réalité, elle devient moins chère après. Vraiment stupide. Bref, dans tous les cas, au niveau spec, pour ceux qui se demandent, elles sont assez proches au premier abord. Vous pouvez voir qu'elles ont, la 7800 XT a 60 compute units, donc ça lui donne 3840 stream processors, c'est ce qu'on s'attendait. Mais la 7700 n'est pas si loin au final. La grosse différence que vous allez avoir, c'est au niveau, évidemment il y a un peu de différence au niveau RAM, mais ça c'est pas trop grave. Mais le bus mémoire est plus petit sur la 7700 XT et la RAM est encore moins rapide aussi. Donc ça vous donne une bande passante totale de 432 Go à la seconde. Donc ça devrait la brider. Ça va être certainement ce qui va la brider le plus et ça ne m'étonnerait pas que
ben, ça cause une assez grosse différence de performance par rapport à la 7800 XT. Maintenant, il faudra voir. Ils ont quand même donné des chiffres de performance, il faut le préciser. Donc, on pourrait utiliser ces chiffres de performance pour extrapoler le vrai niveau de performance de la carte. Mais tenez en compte, évidemment, ce sont des chiffres donnés par AMD, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. En réalité, les chiffres sont assez honnêtes, je dirais, parce qu'ils ont inclus beaucoup de jeux avec du ray tracing. Même là, ils comparent la 7800 XT à la 4070, qui est techniquement beaucoup plus chère. Et vous pouvez voir qu'ils ont quand même inclus pas mal de jeux avec du ray tracing qui mettent en faveur la carte Nvidia. Donc, ils montrent clairement, AMD est assez honnête sur le fait que, oui, ok, en ray tracing, certains jeux, on se fait encore battre. Mais il y a certains jeux, pas comme Far Cry, où vous avez Resident Evil, on arrive à faire mieux que la 4070. Ils ont aussi inclus Cyberpunk, mais ils n'ont pas mis le mode ray tracing, donc ça, il faut en tenir compte. Ça, c'est un petit peu plus salaud, je dirais. Là, le Cyberpunk là-haut, en mode, oh, ça a l'air beaucoup plus performant, mais il n'y a pas vraiment le ray tracing. Donc c'est un peu... C'est un peu... Parce que Cyberpunk, pour ceux qui ne savent pas, c'est littéralement l'étalon de Nvidia. C'est là où il y a tous les trucs ray tracing. Genre vraiment. Donc, ils l'utilisent souvent pour faire des comparaisons. Donc là, mettre Cyberpunk sans le ray tracing, alors qu'ils ont inclus plein d'autres jeux avec le ray tracing, ça fait un peu... Je trouve ça un peu... Ça fait un peu marketing, on va être honnête. Bref. La 7700 XT, elle, par contre, elle est beaucoup plus performante que la 4060 Ti. Mais elle coûte plus cher, c'est ça, vous voyez? 7800 XT, moins cher que la 4070. Et elle est plus performante, la plupart du temps. La 7700 XT, plus performante clairement que la 4060 Ti, mais aussi beaucoup plus chère. Parce que c'est la version 16 Go. Mais tenez compte que la version 8 Go a le même niveau de performance, je tiens à le préciser. Bon, certains jeux par contre ray tracing, surtout en 1440p, et ils ont testé en 1440p. Là par contre, vous auriez encore une plus grosse différence. Mais selon moi, la 4060 Ti 16 Go, à part si vous en avez besoin pour sa RAM vidéo dans des programmes professionnels, pour moi, elle n'existe pas pour les jeux vidéo. C'est une carte qui est stupide pour les jeux vidéo. Donc là, la comparaison est peut-être pas la meilleure. Et surtout, le prix n'est peut-être pas le meilleur, encore une fois, parce que selon moi, c'est trop proche à 7800 XT, donc je ne suis pas convaincu, là, AMD là-dessus. 7800 XT, par contre, excellent prix. Donc ça devrait mettre le feu sous les fesses de Nvidia. À mon avis, vous pouvez partir du principe que la 4070 et 4070 Ti vont encore plus baisser de prix. Et probablement la 4060 Ti 16 Go aussi va baisser de prix parce que celle-là en particulier n'a aucune raison d'être au prix où elle est à l'heure actuelle. Parce qu'elle coûte genre plus de 500 €. Mais on l'a déjà vu, 8 Go de GDDR6 à acheter maintenant sur le marché coûte 30 €. Ça veut dire que un constructeur de 4060 Ti 16 Go peut techniquement, théoriquement, en gardant toujours une marge, en faire une pour 30 € de plus, ou même si on met une marge dessus, allez, 40 € de plus par rapport à une 4060 Ti 8 Go, ils peuvent en faire une avec 16 Go. Donc il y a de la marge pour baisser le prix, clairement. Donc à mon avis, ça va arriver. Ils vont certainement la baisser pour qu'elle soit directement, en tout cas au même prix que cette 7700 XT. Elle a un petit peu plus de concurrence, parce que là, elle se fait totalement défoncer. Il y a aussi la consommation électrique qui est annoncée, pour information, 263 watts et 245 watts. C'est plus que ce que fait Nvidia, ça, clairement. Maintenant, j'avais déjà fait un sondage récemment sur ma chaîne tech et la plupart des gens ont toujours dit, tant que ça reste raisonnable, évidemment, mais si une carte graphique est plus performante et est meilleure pour le prix, ils sont prêts à accepter une plus grosse consommation. À tenir compte aussi qu'elles sont plus performantes que les offres Nvidia, donc c'est normal qu'elles consomment aussi plus. Donc bref, dans tous les cas, on verra bien ce que ça donnera. Et aussi, vous avez des connecteurs 8 pins classiques, donc ça, c'est un petit peu mieux. Et aussi, c'est du Gen 4 Full x16 pour toutes les deux cartes. Donc pas de x8 comme la 7600 où c'est un petit peu bizarre et que ça pourrait brider les performances dans des anciens systèmes. Là, ils n'ont pas fait l'erreur. Et elles sortiront toutes les deux le 6 septembre. Donc ma foi, vous aurez... en réalité, juste de ma part, un test de la 7800 XT, parce que j'en ai déjà une, mais je n'ai pas de 7700 XT. J'ai juste la 7800 XT. Donc, à mon avis, le fait que j'ai pas de 7700 XT veut dire beaucoup, à mon avis. Parce que peut-être que AMD n'en est pas très fier et qu'il y a moins de modèles de review. Ensuite, en même temps, AMD a annoncé Fidelity FX Super Resolution 3 ou FSR 3, et ça devrait sortir cette fin d'année, donc pendant l'automne. À voir si c'est vraiment respecté, parce que je vous rappelle qu'il avait déjà annoncé v'là un moment, que ça devait sortir v'là un moment, donc
à voir. Dans tous les cas, ils ont donné beaucoup plus de détails sur FSR 3, donc ça semble indiquer qu'ils sont proches d'une sortie. Donc là, on a des chiffres de performance où ça donne 2 fois plus de performance ou pratiquement 2 fois plus. Là, il y a clairement plus que 2 fois de performance. Donc, c'est évidemment très beau à voir, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que DLSS 3.0 aussi donne des excellents boosts de performance, mais des fois vous avez des glitches qui rendent, selon moi, l'expérience pas forcément suffisamment bonne pour l'utiliser dans tous les jeux. Donc là, il faudra voir aussi, est-ce que ce gain de performance ne vient pas avec une sacrée diminution de la qualité dans certains cas, par exemple si vous bougez votre caméra ou autre chose. Il y a aussi la latence ajoutée et tout ça. Donc FSR 3, pour information, du coup, aura aussi d'autres technologies un peu comme Nvidia. Donc, ils ont une technologie qui booste la latence, ou plutôt qui diminue la latence. Et ils auront aussi Radeon Boost, qui était un truc qui permettait de... Je ne sais plus ce que faisait Radeon Boost, mais c'est aussi intégré avec. Donc, basiquement, c'est pas juste de la génération d'images, comme l'a fait justement Frame Génération de DLSS 3, mais il y a aussi d'autres trucs derrière pour essayer d'améliorer l'expérience. Donc, là, on verra bien. Franchement, c'est le genre de truc que je suis en mode, OK, c'est très intéressant, mais il faut voir ce que ça donne. Maintenant, le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui est supporté comme carte graphique. C'est justement la question qu'on avait depuis des mois. Quels sont les cartes graphiques qui sont supportés? Et bien là, c'est un peu... Techniquement, pas mal de cartes graphiques sont supportées, mais ils ne recommandent pas forcément. Donc, à partir des 5700, RX 5700, ce sera supporté, ainsi que les RTX 2000, mais ils recommandent des RX 6000 au minimum, ou des RTX 3000 au minimum et au-dessus, évidemment. Donc oui, ça supporte toujours les cartes NVIDIA. Donc ça, c'est pour la génération d'images. Maintenant, pour l'upscale pur, pas de génération d'images, vous aurez les RX 590 minimum supportés, ainsi que les GTX 1000 minimum, et ils recommandent des RX 5000 minimum ou des RTX 2000 pour minimum et au-dessus pour justement juste l'upscale. Parce que FSR 3, en plus de la génération d'images, améliore sa technologie d'upscale. Donc tenez-en compte, c'est pas juste ils ont rajouté la génération d'images, ils ont amélioré leur technologie d'upscale. Et là, c'est une bonne nouvelle parce que les GTX 1000 sont supportés. Donc ça devrait donner des bons gains de performance à tous ceux qui ont encore des GTX 1060 par exemple. Et ensuite, par la même occasion, vous avez Nvidia qui a annoncé DLSS 3.5. Et là, je vais être très honnête, ça porte à confusion à mort. Je vais même le dire, s'il y a quelqu'un d'NVIDIA qui regarde, même si c'est peu probable, qu'est-ce que c'est que ça? Pour expliquer, basiquement, DLSS 3.5 est une amélioration de DLSS 3, techniquement, sur certains points, et rajoute aussi une nouvelle technologie qui s'appelle Reconstruction, donc c'est RR, basiquement. Donc, Reconstruction, en réalité, très intéressant. Si vous avez déjà activé le ray tracing, et on le voit assez bien ici, vous avez une vidéo aussi, des fois, quand vous avez activé le ray tracing, l'image est un peu, comment dire, sale. Genre, les rayons de lumière qui sont calculés pour le ray tracing, des fois, laissent des petits spots où il y a un petit peu moins de lumière, et ça fait un côté un peu sale, où il y a un petit peu des taches. Eh bien, avec, justement, ray tracing reconstruction, ou reconstruction plutôt, vous pouvez réparer ça et donner des lumières qui sont plus propres. Il y a aussi un autre exemple plus bas où on voit par exemple qu'ici, le texte dans le reflet dans l'eau ici était détruit et le texte par contre là, et c'est plein écran maintenant, dans l'eau ici est reconstruit et conservé plutôt. Donc ça je peux vous dire, pour avoir utilisé le ray tracing plusieurs fois, c'est vrai, c'est un des problèmes. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que du coup, si vous utilisez moins de rayons et que vous avez une image plus, en quelque sorte, sale ou moins bonne, ben avec cette technologie-là, vous pouvez reconstruire tout ça sans utiliser plus de rayons. Donc, vous pourriez avoir le même résultat, mais en gagnant en performance. Et c'est justement ça l'intérêt. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, et c'est là le problème, le vrai problème, les noms de DLSS ne veulent plus rien dire. Vous avez DLSS 2, évidemment, vous avez DLSS 3 et vous avez DLSS 3.5. OK. DLSS 2, évidemment, à l'upscale. DLSS 3 avait l'upscale plus frame génération. Et du coup, DLSS 3.5, évidemment, à l'upscale, la génération d'images ainsi que la reconstruction de rayons. Mais en fait, les RTX, même à partir des RTX 2000, supportent
la reconstruction des rayons. Donc, les RTX 2000 supportent DLSS 3.5. Sauf qu'elle ne supporte toujours pas frame génération et c'est seulement sur les RTX 4000. Donc, vous avez ce tableau qui littéralement montre que, ah oui, DLSS 3.5, ça marche. L'upscale marche sur toutes les cartes RTX. La reconstruction des rayons marche sur toutes les cartes RTX. Mais pas frame génération. Donc là, ça porte à confusion à mort. Il n'y en a aucune logique ici. Donc vous avez des gens qui vont avoir des RTX 2000, qui vont activer DLSS 3.5 et vont croire qu'ils ont DLSS 3 en fait. Mais en fait, non. Donc là, moi, j'ai juste envie de dire à NVIDIA, ne faites plus de nom en DLSS en fait. Ça ne sert à rien si c'est tout mélangé comme ça. Faites juste genre DLSS. C'est l'upscale. Mettez des noms pour chaque truc en fait. Mettez DLSS upscale, DLSS super frame génération, et puis mettez DLSS reconstruction. Mettez 3 technologies qui s'appellent DLSS, mais avec une sous-catégorie. Et puis juste dans les paramètres des jeux vidéo, les gens peuvent activer l'une ou l'autre, quoi. Mais dire que c'est DLSS 3.5, mais en fait, selon votre carte graphique, vous supportez ça ou ça, ça porte à confusion à mort, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc, je vous jure. Enfin bref, dans tous les cas, si vous croyez que votre carte supporte maintenant DLSS 3.5, oui, mais pas frame génération, donc faites attention. Non, ils n'ont pas rajouté le support de frame génération pour les RTX 2000 ou même 3000, ce n'est pas le cas. Ils ont rajouté une nouvelle technologie qui sera bonne pour le ray tracing, mais ça concerne que le ray tracing, évidemment. Ici, si vous n'avez rien à faire du ray tracing, basiquement, rien n'a changé pour vous. Bon, je suppose que ils continuent d'améliorer l'upscale aussi. Hein. DLSS 2, il y a des versions 2.1, 2.2 qui sont sorties. C'est juste qu'ils ne le marketent pas trop. Mais l'upscale est amélioré petit à petit aussi. Hein. Ensuite, toujours une news au niveau carte graphique, on a Moorthreads, je ne sais plus comment on le prononce exactement, qui a rajouté le support de DirectX 11. Donc évidemment, Moorthreads, c'est cette compagnie en Chine qui fabrique des cartes graphiques maintenant. C'est leur première carte graphique, ils en ont 2 en réalité. Et vous ne devriez pas les acheter. Autant les cartes Intel marchent, ça marche. Mais il y a des bugs. Ici, là, vous allez avoir énormément de problèmes. Mais avec le support de DirectX 11, maintenant, ça rajoute le support de pas mal de jeux. Donc là, ils ont Genshin Impact qui est supporté. En réalité, ça, c'est un assez gros jeu pour la Chine. Donc c'est assez important qu'ils le rajoutent. Vous avez Dota 2 aussi, Street Fighter, certains Call of Duty, Euro Truck Simulator 2, ma foi. Il y a des jeux un peu random, je suppose qu'ils ont fait selon le marché chinois. Mais yep. Dans tous les cas, ils ont aussi rajouté le display stream compression. Donc ça, c'est une technologie qui permet de compresser un signal vidéo à travers notamment le DisplayPort. Donc ça, c'est important. Ça permet de supporter des meilleures résolutions, par exemple le 4K jusqu'à 144 Hz. Même si, on va être honnête, je ne crois pas que cette carte est pleinement capable de jouer à cette résolution-là. En tout cas, pas dans un jeu moderne. Donc c'est des cartes qui peuvent être prometteuses en réalité, elles ont les specs pour être de bonnes cartes. Et surtout, le marché chinois est un énorme marché. Et beaucoup de gens là-bas jouent juste à des petits jeux, en fait, à des MOBA et tout ça, qui ne requièrent pas la puissance d'une RTX 4000 ou autre chose. Donc, c'est assez intelligent pour eux de se lancer là-dessus. Et c'est aussi, certainement, à mon avis, il doit y avoir des trucs de gouvernement derrière, qui financent derrière, parce que forcément, la Chine veut avoir leur propre carte graphique. Et donc, comme les cartes graphiques sont très utilisées partout maintenant, elles sont de plus en plus importantes, ça leur permet d'avoir leur propre carte graphique qui ne dépendent pas, évidemment, d'acteurs qui sont basés aux États-Unis ou autre chose. Donc, c'est basiquement pour ça aussi, hein, on va être honnête. Mais c'est quand même cool de voir. Ça montre aussi que c'est possible de faire une carte graphique si vous êtes personne, au final, de partir de zéro et d'arriver à faire un produit. Donc, peut-être qu'il nous faudrait un constructeur de carte graphique en Europe, ce serait bien. Il y a aussi de processeurs. Honnêtement, l'Union européenne devrait travailler là-dessus. Ensuite, nous avons MSI qui a leak des chiffres de performance sur les processeurs Intel de 14e génération et ils ont basiquement confirmé qu'ils étaient 3% plus rapides. Quelle énorme différence! Celui qui a la plus grosse upgrade au final, c'est le i7 parce que le i7, ce sera le seul à avoir une upgrade au niveau du nombre de cœurs parce qu'il va passer de 8 cœurs haute efficacité énergétique à 12. Donc, basiquement, il est vraiment au milieu maintenant du i9 et du i5. Ça pourrait lui donner un intérêt en vrai, parce que le i9 est toujours beaucoup trop cher. Le i5 est très bon,
Mais pour ceux qui voudraient juste un petit peu plus, ça pourrait être une bonne alternative. Donc oui, lui, il peut être jusqu'à 17% plus rapide dans certains cas. Donc là, ça fait la différence. Du coup, ces processeurs, je vous rappelle, seront compatibles toujours LGA 1700. Donc si vous avez un Core Intel de 12e génération et que vous voulez juste faire une petite upgrade sans changer votre carte mère, ce sera possible. Donc ça, c'est plutôt cool. Même si le gain n'est pas énorme, il y a eu quand même le gain aussi de la 12e à la 13e génération. Donc si vous sautez 2 générations, ça pourrait vous donner quand même un gain justifiable pour acheter un de ces nouveaux processeurs. Surtout si vous aviez juste un bête Core i5 et que vous voulez passer à un Core i7 ou même un Core i9 parce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes un peu limité. Ça peut valoir la peine. Aussi, évidemment, si vous aviez un 12400F, qui était un très bon processeur à l'époque, et que vous voulez l'upgrade, ben, il va avoir un nouveau... bon, là, on ne le voit pas, mais il y aura un nouveau 14400F. Ah ben, il est là en réalité. Et lui, il aura évidemment une petite upgrade aussi. Donc, ça pourrait être intéressant pour beaucoup de gens. Donc, pas incroyable, mais au moins, vous n'êtes pas forcé d'acheter... S'ils avaient forcé les gens à acheter des nouvelles cartes mères, ça aurait été un désastre. Par contre, là, on va être honnête. Mais visiblement, ça va. Il y a quand même des nouvelles cartes mères avec les chipsets 700 qui sont sortis. Hein. Je l'ai justement traité normalement. Si vous avez vu, il y a une vidéo qui est sortie sur le Computex. Et j'ai montré les nouveautés de chez Asus. Et notamment, ils avaient 3 nouvelles cartes mères en LGA 1700. Donc, c'est juste pour vous dire, il y a quand même des nouvelles cartes mères qui sortent. C'est juste qu'elles sont sur le même chipset. Ensuite, justement, en parlant un petit peu de la Gamescom, vous avez Samsung qui a montré le tout premier écran ultra-wide, ou même ultra-wide, on peut le dire, 4K. Donc, c'est basiquement 2 écrans 32 pouces 4K collés l'un à l'autre. Et donc, ça vous donne un écran de 57 pouces qui a une résolution, pour information, du coup de 2160 pixels de haut. Et de large, par contre, c'est 2 fois 3840 pixels, donc c'est énorme. Et il peut monter jusqu'à 240 Hz. What? Et il supporte évidemment le DisplayPort 2.1. Vous avez même besoin de DisplayPort 2.1 pour atteindre une telle résolution avec une telle fréquence d'image. On va être très honnête. Et pour information, pas de OLED ici. Ça utilise toujours une dalle mini LED qui... Le mini LED, moi, ça me va. Enfin, c'est toujours une assez bonne technologie. Pas aussi bon que l'OLED dans certains cas, mais assez respectable. Et aussi, aucun risque de burn-in. Donc ça rassurerait beaucoup de gens. Et c'est évidemment un écran avec une courbe énorme. Je ne sais plus elle est combien la courbe. Ils ne disent pas vraiment. Et il a une sacrée courbe, hein, comme vous pouvez voir. Donc, yep. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas plus celui-là. Vous avez aussi l'Odyssey Neo Arc qui a été update. Et là, ça pourrait être intéressant parce que l'Odyssey Neo Arc, ou plutôt l'Odyssey Arc à l'époque, était un écran, je vous rappelle, de 55 pouces qui pouvait être orienté verticalement ou horizontalement avec son pied qui permettait de passer facilement de l'un à l'autre. Il est courbé aussi et c'était un écran basiquement 4K. Le problème avec cet Odyssey Arc, c'était que il était censé rajouter le support de plusieurs sources à la fois. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont 3 images affichées. Mais j'ai vu des tests. C'était pas bon. C'était juste limité. Il y avait des problèmes de latence aussi. Ça n'allait pas, en fait. Donc, personnellement, j'étais assez intéressé. Je me disais, oh, peut-être, éventuellement. Parce que j'ai un écran là, j'ai un écran là. Pourquoi pas ne pas avoir un seul écran et je peux, il y avait une télécommande, vous pouviez changer facilement de source. Peut-être avoir ça. Vous voyez, brancher 2 câbles dedans depuis le PC. Comme ça, j'ai vraiment techniquement 2 écrans, mais en fait, j'ai un écran. Ça aurait pu être intéressant. Mais c'était pas assez bon. J'ai vu une vidéo là-dessus et franchement, il y avait trop de limitations. Donc là, ils ont amélioré apparemment ça. Vous pourrez avoir jusqu'à 4 sources à la fois. Et ils auraient amélioré justement tout ça et ils montraient maintenant jusqu'à 165 Hz. Il y a toujours une courbure de 1000 Hz pour information. Donc, à voir. Même si j'y crois pas trop, je suis plus tenté personnellement par le 49 pouces qu'a sorti Asus, qui est basiquement 2 écrans 27 pouces l'un à côté de l'autre. Donc c'est aussi techniquement 2440p x2, donc c'est plus facile à faire tourner avec une carte graphique. Et ce qui est intéressant avec cet écran-là, c'est qu'il a vraiment... Vous pouvez le séparer juste en deux. Vous avez un écran 27 pouces, un autre 27 pouces. Donc pour moi, quand je recorde des vidéos, le problème c'est que je recorde des vidéos gaming, j'ai besoin d'être en 16 neuvième. Absolument. Je ne peux pas avoir des barres noires énormes sur mes vidéos gaming. Ça ne va pas le faire. Donc,
avec un double 27 pouces, ce serait déjà un peu plus gérable. Donc, je regarde à ça parce que j'aime bien un écran 41 pouces, mais c'est juste un énorme écran en fait. Je peux pas vraiment l'utiliser comme si c'était... Je peux pas tirer pleinement parti de sa taille des fois. Et ça, c'est un petit peu problématique. Il faut que je fasse une vidéo d'ailleurs sur cet écran et de mon expérience générale sur l'OLED, donc ça arrivera prochainement, je ne promets rien. Ensuite, nous avons le Ryzen 9 7945HX 3D qui a été testé et c'est le plus performant. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus à dire. Bon, évidemment, c'est juste un test parmi tant d'autres qui pourraient être faits, donc tenez-en compte. Il faut attendre plus de tests, mais visiblement, ça semble, oui, être le plus performant que vous pourriez acheter à l'heure actuelle. Donc, comme vous pouvez voir, même là, il arrive à concurrencer des processeurs de PC fixes en étant un processeur de PC portable. Donc, c'est assez exceptionnel. Et dans les jeux vidéo, il serait aussi le plus performant. Après, là, les tests ici, comme vous pouvez voir, c'était The Witcher 3, GTA 5, Final Fantasy, Strange Brigade, Dota 2 et puis juste X-Plane. Pas la meilleure sélection de jeux vidéo, on va être honnête, mais il est quand même au-dessus de ce que fait le Core i9 de chez Intel et avec également des 4090. Vous pouvez voir là qu'on a tous les modèles de toutes les marques avec des 4090 et des Core i9 et il arrive à battre à chaque fois. Donc, yep, assez intéressant. On voit aussi la différence entre la version non 3D qui était ici avec toujours un TDP de 175 watts par carte graphique. Il y a une sacrée augmentation des performances. Donc, ça pourrait être très intéressant. Et maintenant, je me dis, pourquoi AMD n'a pas fait ça plus tôt, en fait? Ça aurait été très intéressant s'il l'avait fait en début d'année. Aussi, ce serait bien d'avoir, évidemment, une version avec des specs un peu plus raisonnables, parce que ça, c'est un 16 cœurs. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Si on peut avoir une version 8 cœurs, qui est mise dans des ordinateurs portables plus abordables, ça ferait pas de mal à AMD. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show aussi. Il y avait plus de news de la Gamescom, mais je traiterai ça la semaine prochaine. C'est un peu un Texama Show rapide ici, parce que je n'ai pas eu le temps de voir plus de news que ça. Encore un grand merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, plus un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, plus un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.